Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Lafosse, le président de BlueSign. Merci de vous être connectés aussi nombreux pour cette rencontre numérique de l'Observatoire des énergies de la mer, consacrée aujourd'hui aux enjeux stratégiques français de l'éolien offshore et des autres énergies de la mer. Pour cette animation, je suis accompagné de Marie-Noëlle Tinet, qui est la directrice générale du cluster maritime français, qui est l'organisateur de ce webinaire. Eh bien, tout simplement, première question, Marie-Noëlle, quel est le programme de la journée? Merci Marc et bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation. Vous êtes plus d'une centaine déjà connectés. Alors, le programme, nous avons donc 3 séquences. Une séquence introductive avec Christophe Clergeau pour présenter la toute dernière note de l'OOM, de l'Observatoire des énergies de la mer, donc le bilan des 5 ans et les résultats. Deuxième séquence, une table ronde illustrative de la filière avec plusieurs représentants et membres du comité de pilotage de l'Observatoire des énergies de la mer. Troisième séquence, ce sera la séquence où on fera intervenir les représentants des candidats à la présidence, donc position et réaction de leur part. Ensuite, nous aurons une séquence questions et réponses. Et enfin, la conclusion par Frédéric Moncani de Saint-Aignan, le président du cluster maritime français. Alors, pour les informations, quelques informations techniques, donc ce webinaire est totalement enregistré, vous pourrez le retrouver en replay. Et pour poser vos questions, vous avez un petit onglet en bas à droite avec un point d'interrogation à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à vous saisir de votre clavier préféré. Alors, pour débuter ce webinaire, je me tourne vers Christophe Clergeau pour l'Observatoire des énergies de la mer. Vous êtes le président du cabinet de conseil C2 Stratégie et vous allez nous présenter le bilan de ces 5 premières années de cet observatoire et puis quelques perspectives. Merci Marc, merci Marie-Noëlle. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président. Je rappelle que l'Observatoire, c'est une activité du cluster maritime français, financée par les grands acteurs de la filière et qui, tous les ans, collecte les données avec tous nos relais dans la filière et dans les territoires pour savoir où en est le monde des énergies de la mer en termes d'emploi, de chiffre d'affaires, d'investissement. Donc, nous n'avons pas fait une nouvelle enquête, nous avons réutilisé les 5 ans de résultats pour prendre du recul et montrer la trajectoire de cette filière. 5 ans de trajectoire collective pour mieux débattre des 5 ans qui viennent devant nous. Donc, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui cette note, mais elle a été élaborée par Florian Mouchel et Étienne Pourchère, donc je remercie. Alors, si on attaque cette présentation, peut-être que je peux passer les diapos. On peut aller à la diapo suivante. Voilà, merci. La première question qu'on pouvait se poser il y a 5 ans, c'est est-ce que les énergies de la mer seraient au rendez-vous de la transition énergétique et notamment capables de proposer de l'énergie à un prix compétitif? Alors, on savait que la France avait un potentiel incroyable en matière d'énergie de la mer, d'éolien en mer, lié à son espace maritime en Europe, mais aussi à l'échelle internationale. On savait que l'on avait un socle industriel capable de répondre présent, mais encore fallait-il être au rendez-vous. Et ce que vous voyez sur ce petit graphique, c'est que en 2019, et c'était le parc de Dunkerque, en France, on peut, hors accordement, produire de l'énergie éolienne en mer à moins de 50 € le kilowattheure. On est tout à fait au standard européen et à des prix parfaitement compétitifs sur le marché de l'électricité. Et je crois que ces progrès ont permis de faire en sorte, et Régis Boisgerin y reviendra sûrement, que dans les scénarios RTE, les énergies de la mer apparaissent comme un des leviers majeurs de la transition énergétique française. Donc, pari de la baisse des coûts et de la place à prendre dans la transition énergétique, pari tenu, sur l'éolien en mer, posé d'abord, et on est aujourd'hui dans une phase où il est nécessaire d'avoir des fermes pilotes, puis des parcs commerciaux sur les autres technologies pour progressivement mobiliser l'ensemble du potentiel éolien flottant, hydrolien et ensuite autres technologies.
Alors, sur la diapo suivante, cette diapo permet de faire à la fois un flash sur la situation actuelle et de raconter un peu l'histoire économique de cette filière. Donc, sur la droite de la diapo, vous avez les chiffres à l'issue de l'édition de l'Observatoire que nous avons publié il y a quelques mois. Donc, c'est les chiffres au 31 décembre 2020, donc déjà un peu décalés. Près de 5000 emplois en équivalent temps plein, plus de 800 millions de chiffres d'affaires, 1,5 milliard d'investissements. C'est une filière qui a décollé, qui a des chiffres qui commencent à être tout à fait significatifs et qui est d'abord tirée par l'éolien en mer, l'éolien posé, qui représente les 3/4 des emplois, 90% du chiffre d'affaires et plus de 90% des investissements. Tout au long de ces 5 années, avant que les parcs français prennent le relais dans la croissance des emplois, c'est l'export qui a tiré la croissance de la filière et ce chiffre d'affaires à l'export n'a jamais décru, montrant la compétitivité de la filière française. Oui, il est possible de produire en France des grands ensembles industriels, mais aussi de proposer des services, des prestations qui sont compétitives à l'échelle européenne, même si notre filière est plus récente que des filières de l'Europe du Nord. Alors, dernier élément de cette diapo, qui est l'histoire des 5 dernières années. Alors, ceux qui sont familiers la connaissent, ceux qui découvrent d'autres filières ou qui découvrent ces chiffres peuvent se demander pourquoi il y a eu en 2018 un creux de l'emploi et un creux important. Ce sont plusieurs centaines d'emplois qui ont été détruits en 2018 dans la filière. Eh bien, c'est le reflet d'une réalité très importante pour l'avenir, c'est que cette filière est très sensible aux décisions politiques, aux signaux qui viennent des pouvoirs publics, à la programmation, aujourd'hui la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et 2018, c'est l'année où les projets ont été décalés dans le temps parce que le gouvernement a souhaité renégocier les tarifs des appels d'offres 1 et 2. Et face aux incertitudes dans la filière, eh bien, les commandes se sont arrêtées, de nombreuses entreprises sont provisoirement sorties et des centaines d'emplois ont été détruits. Alors, la marche en avant a repris ensuite très rapidement, mais vous voyez qu'on retrouve en 2019 les emplois de 2017, et ensuite, les travaux sur les parcs français et une visibilité beaucoup plus forte permettent de rebondir et de rebondir très rapidement. Donc, on est dans le domaine de l'énergie, un domaine réglementé, avec des procédures et des appels d'offres publics. C'est vraiment le rythme de la décision publique et les signaux donnés par la puissance publique qui permettent d'accélérer le développement de la filière. Alors, la diapo suivante va permettre de rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'est cette filière industrielle en Pays de la Loire. Lapsus d'Aligérien. Tout le monde me pardonnera. En France, même si les Pays de la Loire sont bien évidemment la plus belle région après la Normandie. Donc, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? D'abord, et ce qui figure à droite, c'est que nous ne sommes plus dans une filière en devenir. Les projets en mer sont là. Il y a des parcs en construction, des parcs attribués en phase de dérisquage financier, des autorisations et qui préparent les travaux, des fermes pilotes éoliennes flottantes en construction, des fermes pilotes hydroliennes en projet, et bien sûr des usines, je vais y revenir sur plusieurs territoires en France, et un grand succès collectif lié au cahier des charges des premiers appels d'offres, qui est qu'aujourd'hui la France compte 1/3 de la capacité de production européenne pour les nacelles, les pales et les mâts. Donc c'est extrêmement important d'avoir 1/3 de la capacité industrielle alors qu'il n'y a pas encore de parc en activité. Alors, il est utile de balayer un peu les territoires français, nos belles régions, pour comprendre ce que sont les drivers de cette croissance et de la répartition des emplois. Première chose, toutes les régions qui ont une façade maritime et une histoire industrielle forte peuvent créer des emplois dans la filière des énergies marines renouvelables. Quand on voit plus de 100 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes,
des dizaines d'emplois en Grand Est. Donc c'est un tissu industriel, pas seulement maritime, qui est mobilisé. Ensuite, bien sûr, ce sont les régions qui ont sur leur littoral les premiers parcs posés, qui tirent le meilleur parti du décollage de la filière, et surtout les régions qui voient se déployer les premières installations industrielles, les premières usines, et qui comptent des ETI structurantes. Donc, si on parcourt cette carte du Havre jusqu'à Saint-Nazaire, au Havre sont en construction l'usine, le cluster industriel, les usines de Siemens Gamesa Renouvelables. À Cherbourg, l'usine de pales de LM Wind Power, donc groupe GE. À Saint-Nazaire, à Montoire, l'usine de Nacelle, donc de GE. Bien sûr, le chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire qui produit des sous-stations électriques. Et puis, on pourrait citer Dillinger pour les tôles dans la région Hauts-de-France ou revenir en Pays de la Loire, en Vendée, avec les couronnes d'entraînement d'Eurolix Desfontaines. Bien sûr, j'en oublie, mais ce tissu de grandes entreprises et d'ETI ancrés dans nos territoires et qui ont tenu les promesses qui avaient été faites de création d'usines et de création d'emplois en France sont le socle de cette filière. Et on s'appuie sur un tissu industriel comptant de nombreuses PME dans l'ensemble des régions, animés par des clusters territoriaux en Normandie, en Bretagne, en Pays de la Loire, en Occitanie et plus récemment en Nouvelle-Aquitaine, qui mobilisent les compétences locales, qui mobilisent les entreprises, qui mobilisent les PME. Et on a également tout un tissu de start-up, de bureaux d'études, de petites sociétés d'ingénierie qui apportent en compétences au décollage de cette filière. Mais je voudrais insister sur l'idée qu'on est bien sur une filière industrielle robuste avec un équilibre entre les grands groupes, les ETI et la mobilisation des PME et des entreprises innovantes de petite taille. Et ce sont les caractéristiques d'une filière capable de grandir et capable de se projeter vers l'avenir. Alors, dernière diapo sur l'emploi, avant la diapo de conclusion, qui permettent d'aller un peu plus loin sur la caractérisation des emplois. Parce qu'il est intéressant d'en montrer le nombre, la dynamique, et donc c'est près de 3000 emplois créés depuis 2016, mais des emplois, on l'a vu, sur tout le territoire national, mais des emplois pour qui? Et le petit camembert à droite montre que nous avons en gros 40% d'emplois d'ouvriers et de techniciens, 40% d'emplois d'ingénieurs. Donc, on est dans une vraie filière industrielle avec une diversité d'emplois, de conception, attention, si on peut remettre la déco, merci, des emplois de conception et des emplois de production, des emplois qui correspondent à tous les niveaux de formation et donc qui sont accessibles dans les territoires à des populations de profils extrêmement diversifiés. Et même si on a encore beaucoup de progrès à faire, une filière qui s'est aussi féminisée dans les différents métiers et avec, à tous les niveaux de qualification, un nombre de femmes plus important. Dernier élément concernant l'organisation de la filière industrielle, 9 entreprises sur 10 de la filière ne sont pas des pure players des énergies marines renouvelables, mais des entreprises qui viennent des industries maritimes, qui viennent de l'énergie et de l'environnement, de quelques autres secteurs, et qui ont mobilisé leurs compétences pour développer une stratégie de diversification et venir trouver dans les énergies marines renouvelables un relais de croissance, une alternative pour assurer l'avenir et aussi un élément pour prendre le train de la transition écologique et énergétique de l'industrie. Alors, si je dois résumer sur la dernière diapo en quelques mots les enseignements de ces 5 ans, c'est d'abord une promesse tenue dans la baisse des prix, une promesse tenue dans la compétitivité à l'export, une promesse tenue pour capter à travers des emplois ancrés en France une part importante du chiffre d'affaires des premiers parcs français, et puis une filière qui est structurée, capable d'affronter l'avenir. Donc oui, fragile au sens très sensible aux signaux politiques avec des possibilités de création, des solutions d'emploi rapides suivant
des perspectives politiques proposées, mais des bases industrielles solides, des grandes entreprises, des ETI, des clusters PME, de la R&D, on y reviendra, une filière qui mobilise l'ensemble des territoires, qui est ancrée dans les territoires, des acteurs territoriaux, régions, villes, ports, qui sont mobilisés, qui investissent, qui accompagnent leurs acteurs, et une filière qui sait accélérer, on l'a vu sur la dernière année, avec une croissance d'emploi très rapide, pour accompagner la réalisation des premiers parcs français. Merci pour votre attention. Merci Christophe. Nous allons donc enchaîner sur la deuxième séquence et donc donner la parole aux représentants de la filière des énergies marines renouvelables et membres du COPIL. Donc nous donnerons la parole à un représentant du raccordement et des réseaux, pour commencer. Ensuite, représentant des grandes entreprises. Alors, désolé, nous excusons en fait Stéphane Curette qui était prévu. Un représentant des PME, TPE, donc des clusters régionaux. Un représentant de la recherche et l'innovation. Et un acteur représentant toute la filière des ENR, et donc notamment le CER. Alors, on vous invite à rejoindre la scène. Donc, ça va être fait dans quelques instants. Peut-être que Marie-Noëlle, tu peux présenter le premier intervenant? Alors, notre premier intervenant, il s'agit de Régis Boisgegrin, directeur exécutif chargé de la direction des affaires maritimes de RTE. Régis, vous avez la parole. Merci, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Est-ce que j'ai bien la main sur les slides? Est-ce que vous voyez le premier slide sur la stratégie nationale bas carbone? Oui, c'est bon? Très bien. Bien. Ce premier slide, il vise juste à rappeler le cadre dans lequel, en fait, on inscrit et on projette nos activités industrielles dans le domaine offshore, mais dans le domaine plus généralement du raccordement et de la gestion du système électrique. En fait, la stratégie nationale bas carbone, elle nous met face à deux grands défis. Le premier, c'est que nous devons réduire notre consommation globale d'énergie de l'ordre de 40% à l'horizon 2050. Et le second défi, c'est que dans le même temps, il faut qu'on remplace la part d'énergie fossile dans notre consommation. Et pour ça, il va falloir qu'on augmente de l'ordre de 35% notre production d'électricité décarbonée. C'est donc un cadre assez contraint pour atteindre la neutralité carbone. Cette neutralité carbone elle-même étant la condition pour contenir le dérèglement climatique et les stocks de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça a des conséquences très concrètes sur la manière dont on peut projeter le mix de production d'électricité décarbonée en France. Et donc, dans ce cadre, RTE a réalisé une étude à la demande du gouvernement sur ce que pourraient être finalement ces scénarios de production d'électricité et donc ce qu'on appelle le mix de production à l'horizon 2050. Et pour ce faire, en fait, on a regardé les parts de deux grandes filières de production d'électricité décarbonée et comment elles pourraient se projeter à l'horizon 2050, le nucléaire d'une part, les énergies renouvelables d'autre part. Ce que vous avez là, c'est finalement les résultats synthétiques de ces 6 scénarios. Et on peut tirer de ces scénarios, là encore, deux conclusions. La première, c'est que quelles que soient les orientations qui seront prises en termes de filière nucléaire, c'est-à-dire arrêt ou poursuite et réengagement en faveur d'un nouveau nucléaire, la part des énergies renouvelables est significativement augmentée pour faire face aux besoins de consommation d'énergie globaux de la France. Et dans ces énergies renouvelables, c'est la seconde conclusion, celle qui va connaître
la plus forte croissance, donc le changement d'échelle le plus significatif, c'est l'éolien offshore. Dans les scénarios les plus faibles, si je puis dire, en énergie renouvelable, le photovoltaïque doit faire x6 par rapport à la puissance installée aujourd'hui, l'éolien terrestre doit faire x3 et l'éolien offshore doit faire x11. Dans les scénarios les plus ambitieux, donc à l'extrémité plutôt droite de l'écran, le photovoltaïque doit faire x21, l'éolien terrestre doit faire x4 et l'éolien offshore doit faire x31. Ces dynamiques de croissance, en fait, elles sont assez conformes aux orientations européennes et à la projection que peuvent faire les institutions européennes sur la part de l'éolien offshore en Europe, puisque, en fait, le scénario de référence pour l'Union européenne est une multiplication des capacités offshore de 25 à l'horizon 2050 par rapport à ce qu'on constatait en 2020. Donc, ce sont des dynamiques très fortes, c'est des véritables changements d'échelle, mais c'est finalement conforme aux orientations politiques européennes et c'est probablement ce qu'il faut faire pour être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2050. Après, l'enjeu collectif qu'on a pour tenir cette ambition, c'est celui finalement d'arriver à concilier planification énergétique et planification spatiale maritime. Pour la planification énergétique, il faut qu'on arrive à voir plus loin. Aujourd'hui, la planification énergétique, ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle fixe des objectifs fermes à un horizon de 5 ans et des objectifs indicatifs à un horizon de 10 ans. En fait, un projet de développement d'un parc éolien offshore et de son raccordement, ça prend à peu près 10 ans aujourd'hui, quand il n'y a pas trop de recours, quand le planning intégré est bien géré. Donc on voit que finalement, l'horizon auquel aujourd'hui se déploie cette planification énergétique, il est probablement insuffisant pour qu'on puisse finalement en tirer un certain nombre d'enseignements, d'améliorations, de performances, y compris industrielles, en termes de visibilité pour poursuivre ce que présentait Christophe, c'est-à-dire l'ancrage d'emplois industriels sur le territoire. Mais en plus, cette planification énergétique, il faut qu'elle soit plus précise, donc qu'elle puisse indiquer des puissances et des localisations. Et pour ça, il faut qu'on arrive à la coordonner avec un autre exercice de planification qui est celui de la planification spatiale maritime. Et en fait, là, en tant que politique, vous avez une opportunité importante puisque la programmation pluriannuelle de l'énergie va être révisée devant le Parlement d'ici mi-2023, mi-2024, et que dans le même temps va s'enclencher le deuxième cycle de ce qu'on appelle les documents stratégiques de façade, qui sont en fait les documents qui organisent l'usage et la planification des espaces maritimes, sachant que la France a fait le choix d'une coexistence des usages sur l'espace maritime. Et donc, il faut arriver à ce que cette décision soit un vrai plus pour organiser la coordination entre planification énergétique et planification spatiale maritime. J'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur Boisgrin. Alors, comme je vous disais, en fait, Monsieur Stéphane Curette, qui aurait dû intervenir, est souffrant, donc il est excusé. Et je vais donner donc la parole à Delphine Lefrançois, qui est la déléguée générale de l'association Normandie Maritime et qui est là pour représenter les différents groupements d'entreprises, les clusters régionaux, les PME, les ETI. Delphine, tu as la parole. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Effectivement, les réalisations, on l'a vu précédemment dans la présentation de la note de l'Observatoire des énergies marines, les réalisations qui ont été d'ores et déjà effectuées en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie démontrent chaque jour l'expertise de nos entreprises françaises dans le domaine de la métallurgie, de la chaudronnerie ou encore des services maritimes et des travaux portuaires. Ces premiers projets en France ont permis aux TPE et PME de se former, de passer des certifications et d'engranger une expérience positive.
En Bretagne, en Normandie, Pays de la Loire ou encore Occitanie, des dizaines de PME locales avec des certifications, des formations spécifiques sont à présent positionnées sur les rangs et peuvent conquérir de nouveaux marchés et des contrats dans l'éolien. Que l'on parle des parcs de Saint-Nazaire, de Saint-Brieuc, de Fécamp ou encore de Courseulles, tous les travaux qui ont d'ores et déjà été initiés nous ont permis de commencer à mesurer des retombées socio-économiques positives pour les territoires. On a comme exemple l'usine de GE, de LM Wind à Cherbourg, de Siemens Gamesa ou encore l'usine des chantiers de l'Atlantique pour la fabrication des sous-stations électriques. Toutes ont fait appel à de la sous-traitance locale et génèrent la création de nombreux emplois sur leur territoire d'implantation. Tout cela favorise vraiment l'émergence de bases industrielles et des compétences solides de proximité. Nous avons également en France la chance d'avoir de nombreuses infrastructures portuaires qui bénéficient d'outils performants et qui réalisent régulièrement des investissements importants pour pouvoir étendre leur surface de foncier, pouvoir renforcer leurs quais ou adapter leur capacité de mise à l'eau pour accueillir ces nouvelles activités. Enfin, j'ai oublié, personne n'a... J'ai oublié de défiler la diapositive. Excusez-moi, je continue. Nous avons par ailleurs eu l'accélération, merci beaucoup, l'accélération du développement des parcs a généré également des besoins maritimes supplémentaires et nous avons pu voir la fabrication de CTV Made in France pour alimenter le parc de Saint-Nazaire notamment. Donc, tous ces différents points ont permis de créer à peu près 5000 emplois. La réalisation d'un parc éolien en mer doit générer, on l'a vu, des retombées économiques sur les territoires d'accueil, mais permettre également le développement et la pérennisation de compétences spécifiques localement. Si le recours aux entreprises locales a été impulsé, les choses doivent encore s'améliorer. Les savoir-faire locaux n'ont pas été suffisamment utilisés ou sollicités et il y a une marge de progression qui reste importante. On considère que le ruissellement, en tout cas en tant qu'acteur et cluster, le ruissellement économique, à travers l'utilisation du contenu local, contribue véritablement activement à l'acceptabilité et donc au développement de parcs éoliens en France. C'est pourquoi Aquitaine Blue Energy, Bretagne Ocean Power, Normandie Maritime, Neopolia et Windhoek, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, ont uni leurs forces pour accélérer ce développement industriel et ont élaboré une charte d'engagement pour favoriser la création d'une filière industrielle française. La concertation qu'on a menée avec les candidats de la O4 et de la O5, ainsi qu'avec les représentants de la filière de France Énergie éolienne et du syndicat des énergies renouvelables, a permis la signature de cette charte par l'ensemble des candidats. Les 5 groupements sont intimement convaincus que pour une meilleure acceptabilité de la transition énergétique et la création d'emplois localement, les cahiers des charges doivent intégrer un prix du mégawattheure au juste coût environnemental et socio-économique, tout comme ils doivent également intégrer un taux de recours à l'utilisation des PME, des TPE-PME et des ETI locales. Les 5 groupements appellent donc le gouvernement à adopter dans les critères et dans les cahiers des charges des critères et des sous-critères d'appel d'offres qui répondent à l'urgence de nos enjeux environnementaux. Il nous appartient également collectivement d'apporter de la visibilité sur les marchés à venir pour que les entreprises puissent se préparer, connaître les besoins spécifiques en termes de compétences, en termes de certification, mais également pour qu'elles puissent se projeter à plus long terme et pouvoir investir dans leurs outils de production ou dans leur recrutement. Par ailleurs, et ça a été dit également précédemment, les énergies marines renouvelables sont une formidable opportunité pour renforcer la résilience de certaines filières industrielles qui, pour certaines, ont plus été particulièrement touchées par la crise sanitaire, que ça puisse leur permettre de se diversifier et de trouver des nouveaux relais de croissance. Il faut également pouvoir coopérer avec les acteurs européens pour amener nos entreprises à l'international et des acteurs européens qui disposent de portefeuilles de projets importants susceptibles de générer pour nos installations portuaires et nos industries de nouveaux trafics. Il nous faut enfin et avant tout, avec l'écosystème engagé,
Mesurer l'état de recours à la sous-traitance pour la réalisation des projets déjà lancés. En synthèse, un état de référence. Il nous faut également maintenir les efforts en veillant plus particulièrement à l'accompagnement et au suivi extrêmement fin des entreprises pour anticiper des creux d'activité qu'on pourrait voir entre les différents projets. Et enfin, il nous faut assurer l'avenir en inscrivant dans la durée et à tous les niveaux de la chaîne de valeur les engagements pris par les candidats en adaptant la charte d'engagement du contenu local au niveau des rangs 0 et des rangs 1. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces 2 témoignages. Peut-être une petite question technique. Est-ce que les participants voient bien défiler les slides? Si vous pouvez répondre dans la rubrique questions-réponses, puisqu'on nous signale quelques difficultés. Et sans plus attendre, pour continuer cette table ronde de témoignages, nous allons nous intéresser à la recherche et l'innovation, là aussi une grande force pour la France, avec le témoignage de Bertrand Alessandrini, qui est le directeur du développement de Centrale Nantes. Oui, merci Marc. Bonjour à toutes et tous. Peut-être qu'en introduction, j'aimerais poser la question suivante. Pourquoi fait-on de la recherche? À quoi cela sert-il? Je pose cette question car bien souvent, on me dit, par exemple, en parlant d'une éolienne offshore, ça y est, ça fonctionne, on sait faire de l'électricité à partir du vent en mer, alors vos travaux devraient s'arrêter là. Ce que je trouve surprenant, c'est que cette question ne m'est posée que dans ce contexte qui est celui du développement des énergies marines renouvelables. Personne ne se pose jamais la question de l'intérêt d'avoir une recherche forte, une recherche de pointe pour l'aéronautique par exemple. Pourtant, cela fait longtemps que l'on sait faire voler des avions. De même, personne ne se pose la question pour la filière automobile, alors que pourtant, là aussi, les voitures roulent depuis longtemps. Donc oui, on fait de la recherche pour obtenir des produits matures, c'est-à-dire ayant la capacité d'adresser un marché initial. Mais oui, on fait aussi de la recherche et du développement pour rester compétitif par rapport à ses concurrents directs, bien sûr, mais également par rapport aux autres filières de l'énergie. D'ailleurs, cette question de la maturité ne se pose pas dans les mêmes termes dans toutes les technologies dont on discute aujourd'hui. Je crois qu'il faut bien garder à l'esprit que d'un côté, il y a la filière de l'éolien offshore, qu'il soit posé ou flottant, et de l'autre côté, toutes les autres technologies EMR, comme l'hydrolien ou le holomoteur, qui ont leurs propres avantages, mais vont nécessiter encore quelques années en termes de maturation. Alors, rester compétitif, cela veut dire adresser tous les sujets que vous avez sous les yeux sur le transparent et sûrement bien d'autres encore. Améliorer le recyclage des composants, analyser et minimiser l'impact sur l'environnement et sur la biodiversité, travailler sur l'acceptabilité par les populations, par les usagers de la mer comme les pêcheurs, mais pas uniquement, on peut penser aussi aux militaires ou aux plaisanciers également, poursuivre la stratégie de baisse des coûts afin de transformer et d'ancrer, sans jeu de mots, les résultats des 10 dernières années, réfléchir à l'émergence de nouveaux concepts, comme par exemple la l'hybridation des technologies sur une plateforme unique, avoir la capacité d'installer efficacement les parcs, mais également de les démanteler convenablement. Vous devez comprendre que pour adresser la plupart de ces sujets, on a besoin de mettre en place des démonstrateurs in situ, c'est-à-dire en mer à l'échelle 1, ou du moins à très grande échelle. Des démonstrateurs qui vont être totalement fonctionnels, qui vont être connectés au réseau électrique national. En quelque sorte, on a besoin, pour rester dans ma comparaison avec l'aéronautique, de faire les premiers vols de ces nouveaux concepts permettant de récupérer l'énergie en mer. Vous voyez sur la photo à droite un site d'essai situé au large du Croisic en Loire-Atlantique. Sur ce site, on opère à la fois le test d'une éolienne flottante au second plan et également on teste un dispositif holomoteur que vous voyez au premier plan. Un site d'essai de cette nature est quasi unique en Europe et peut-être quasi unique également dans le monde. Alors, peut-être sur ce second transparent, je voudrais illustrer en fait la richesse de notre écosystème de la recherche et de l'innovation sur les énergies marines renouvelables. Richesse, tout d'abord, dans la variété et la complémentarité des institutions en capacité de prendre en charge ces travaux. La recherche académique, tout d'abord, avec les universités, les grandes écoles, mais également de grands organismes, au premier rang desquels, par exemple, l'IFREMER, une recherche académique qui, sur de nombreux territoires, se structure pour adresser les nouveaux enjeux que constitue le développement des EMR.
La recherche industrielle, ensuite, avec des centres de recherche spécialisés, comme l'Institut France Énergie Marine, ou peut-être aussi la future fondation OpenSea pour opérer les essais en mer de prototypes. La France dispose également de grandes infrastructures technologiques dédiées à l'ingénierie offshore. Vous pouvez voir sur la photo de droite un bassin océanique dans lequel on va tester un modèle réduit d'éoliennes flottantes. Ce modèle réduit, on va être capable de le soumettre aux actions de la houle, du vent, des courants et d'étudier son comportement avant de passer aux essais en mer à pleine échelle. Enfin, la France dispose aujourd'hui d'une capacité de financement unique pour ses projets de recherche et développement, des financements nationaux, comme les investissements d'avenir, opérés par des agences qui, de mon point de vue, semblent tout à fait efficaces. On peut citer par exemple l'ADEME ou BPI, mais également des incubateurs et des fonds dédiés en capacité de financer et de faire émerger rapidement des startups et de valoriser les innovations technologiques indispensables au développement de la filière. Alors, en conclusion, j'aimerais insister sur un point qui me semble assez important. On lit partout que la France est en retard sur l'éolien offshore, sur l'éolien en mer. C'est vrai, mais je trouve que cela doit être nuancé. Oui, la France est en retard au regard de la puissance installée au large de ses côtes. C'est indéniable et la filière a besoin de ce point de vue d'une accélération forte et de décision. Et bien sûr, on le redit fermement encore aujourd'hui ici. Mais non, la France n'est pas en retard au regard de sa capacité à se mobiliser, à mobiliser les acteurs et les technologies indispensables à une croissance pérenne de la filière. Je vous remercie. Merci Alexandre, pardon, merci Bertrand. Nous allons maintenant donner la parole à Cédric Leblousse, donc président de la commission éolien en mer et représentant des syndicats des énergies renouvelables. Cédric, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour m'avoir invité à ce webinaire. Merci aussi pour les témoignages de mes collègues sur cette filière qui ont montré que cette filière elle a beaucoup progressé dans les 5 dernières années. Et je voudrais à ce titre indiquer que la filière a progressé aussi grâce à toute la concertation qui a été menée avec le public. Alors, quand on parle de concertation, on pense assez rapidement au débat public. Je voudrais rappeler qu'il y a eu 14 débats publics et concertations dans les 10 dernières années qui réunissent environ 30 000 personnes qui ont réuni à peu près 30 000 personnes depuis 2010. Mais que cette concertation, en fait, elle commence avant le débat public et elle continue bien sûr pendant toute la durée de développement du projet, pendant sa construction et aussi bien sûr pendant sa phase d'exploitation à travers différents organes. Il existe des instances de suivi de concertation, des groupes de travail et on peut en imaginer bien d'autres, bien évidemment. Enfin, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que le choix de la filière, et ça a été évoqué par un de mes collègues, ça a vraiment été de penser en termes de coactivité, de coexistence des différents usages maritimes et des différents acteurs. Et à ce titre, la pêche professionnelle est un exemple très particulier, puisque la profession a mené un dialogue continu avec les acteurs de la pêche, dans un premier temps pour définir les zones les moins sensibles, et dans un deuxième temps pour adapter la configuration des projets pour que la pêche, les différentes pratiques de la pêche puissent être possibles en phase d'exploitation sur les projets éoliens offshore posés. Donc, c'est vraiment un parti pris, une décision forte qui a été suivie par l'ensemble des acteurs de la filière pour que cette coactivité, elle existe et elle soit une réalité au sein de nos projets offshore. Je dirais pour terminer sur ce point que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des porteurs de projets est absolument convaincu qu'une bonne concertation, c'est une condition absolument vitale, sine qua non, pour le bon déroulement de nos projets et pour plus globalement l'acceptation, l'acceptabilité de notre filière qui est absolument primordiale. Et elle est primordiale pour finalement qu'on puisse développer cette filière et accélérer sur le développement de la filière. Et à ce titre, je voudrais rappeler les 5 propositions qui ont été élaborées par une action conjointe entre le syndicat des énergies renouvelables et France Énergie Éolienne. Ces 5 actions, finalement, elles sont une synthèse partielle, mais un objectif de synthèse des différents propos qui ont été tenus juste avant moi par mes différents collègues,
et qui sont des recommandations pour accélérer le développement de l'éolien offshore. Alors, elles sont au nombre de 5. La première, c'est dès 2022 d'élaborer une planification spatiale du déploiement de l'éolien en mer, afin de donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs. Et ça, tout le monde en est demandeur, que ce soit les élus, les acteurs de la mer, les pêcheurs, les industriels, bien sûr, le grand public, car tout le monde en a assez d'avoir des débats publics qui ont lieu trop régulièrement, mais qui ne donnent pas de visibilité à assez long terme. L'État doit donner un cap pour le développement de l'éolien, donner des grands principes généraux de ce développement, mais ensuite, la définition des zones doit être définie entre les acteurs de la filière, doit être co-construit, et à ce titre, il y a différents organes qui peuvent être utilisés. Deuxièmement, fixer un cap à 2035. On parle de 2050 en se disant qu'on peut arriver à un objectif d'au moins 50 gigawatts à 2050. Néanmoins, la lutte contre le changement climatique, ça commence par 2050. Il faut le commencer dès maintenant, et c'est dès maintenant qu'il y a urgence. Et c'est pour ça qu'on souhaite se donner un cap intermédiaire, un objectif intermédiaire de 18 gigawatts à 2035, ce qui est totalement réaliste par rapport à nos aux différents pays européens qui ont des objectifs parfois plus ambitieux, et même souvent plus ambitieux. Ça correspondrait à un rythme d'environ 2 gigawatts d'installation de projets éoliens offshore par an, ce qui est inférieur à ce qui se fait aujourd'hui ce qui est prévu aujourd'hui dans certains autres pays européens. Troisièmement, changer l'échelle de la concertation. L'idée ici, c'est qu'à travers les différents débats publics, on puisse finalement se projeter à long terme, c'est-à-dire à 10 ans, voire plus, et pour qu'on fasse ces débats publics face par façade, et qu'on ne regarde pas uniquement à un projet ou 2 projets à l'avance, mais finalement, sur une façade, quels sont l'ensemble des projets qu'on peut voir à plus de 10 ans, ce qui permet d'avoir cette visibilité qui est demandée par tous les acteurs. Quatrièmement, c'est donc anticiper les développements d'infrastructures. Et ça, Régis l'indiquait pour le réseau, c'est un point absolument central de prévoir à l'avance ces déploiements de réseau. C'est aussi vrai pour les ports qui ont besoin d'investir pour pouvoir saisir finalement les opportunités de cette transition énergétique, du déploiement des énergies marines, de l'éolien posé, de l'éolien flottant. Et le risque ici, c'est que le déploiement de ces infrastructures soit sur le chemin critique des projets eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que c'est absolument primordial de lancer ces déploiements en avance et de planifier ces développements. 5e point et dernier point, c'est poursuivre la consolidation du cadre économique et réglementaire afin de sécuriser la réalisation de ces grands projets au meilleur coût pour la collectivité, bien évidemment. Donc voilà pour ces 5 grands points. Pour conclure, je dirais que les 5 dernières années ont été une belle aventure pour l'éolien en mer, une aventure qui a permis de montrer que cette activité, elle était mature et qu'elle était écologique, économique et sociale. Alors écologique, bien évidemment, parce que nous luttons contre le changement climatique et cela de manière exemplaire. Deuxièmement, économique, parce que nous avons montré que c'était une filière compétitive. Les derniers appels d'offres à 44 € du mégawattheure montrent qu'on est en ligne, voire plus bas que les prix de l'électricité. Et troisièmement, social, puisque, et là on en a parlé en tout début de webinaire, on crée de l'emploi en France avec des usines et des emplois pérennes. Et donc, on doit absolument continuer à développer pour que ces emplois bien, continuent à être pérennes avec une filière qui est lancée et pas d'à-coups, d'arrêt et de redémarrage. Donc, la neutralité carbone, elle est possible, elle est atteignable. Les solutions existent, mais il nous revient à tous de la mettre en œuvre et c'est dès maintenant qu'il faut le faire. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup à tous les 4 pour ces témoignages et cette synthèse pour cette filière. Merci Cédric de les avoir synthétisés de façon très simple. Et je crois que c'est très facile désormais pour engager la dernière partie de ce webinaire avec les réactions des candidats à la présidence de la République qui nous font l'honneur de participer à ce webinaire. Je vais commencer par passer la parole au représentant de la candidate Valérie Pécresse, membre de son équipe de campagne, M. Yann Werling. Vous êtes également vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la transition écologique. Merci de votre présence. Je vais vous laisser la parole à peu près pendant 5 minutes pour pouvoir réagir et tenir nos délais. Nous passerons également la parole aux candidats suivants.
Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Werling. Je vous vois paraître super, merci beaucoup. Voilà, et j'espère que vous m'entendez également. C'est bon. Parfait. Bien, bonjour à toutes et tous, et puis bonjour Christophe, bonjour Étienne. Je ne résiste pas à l'envie de faire un petit clin d'œil à des gens que je connais déjà. Alors, d'abord, première réaction, c'est un remerciement à cette initiative et aux travaux que vous avez présentés. Et j'imagine bien évidemment que ce que vous nous avez présenté, vous nous le ferez parvenir parce qu'il y a pas mal d'éléments là-dedans qui, à mon avis, vont être utiles pour parfaire les propositions des candidats. Alors, sur ce plan, d'ailleurs, moi, je veux dire avec une certaine honnêteté que nous n'avons pas totalement figé toutes les propositions qu'on envisage de faire sur le volet de l'énergie, même si c'est un sujet qui est parmi ceux que nous avons priorisés dans cette campagne. Et encore récemment, Valérie Pécresse est intervenue publiquement pour faire part de son inquiétude sur à la fois l'atteinte des objectifs à 2050 de neutralité carbone et de capacité aujourd'hui de la France à atteindre ces objectifs du point de vue, en tout cas, de la décarbonation de la production énergétique. Alors, sur ce plan, moi, je veux rappeler simplement que les objectifs que Valérie Pécresse a énoncés sont de 3 ordres sur le volet de la énergétique. Le premier, je viens de le dire, c'est d'atteindre la neutralité carbone à 2050. Le deuxième, c'est de reprendre de la souveraineté énergétique et cesser de dépendre, comme nous le sommes aujourd'hui en grande majorité sur le volet d'énergie importée. Et puis, de ce point de vue-là, cette souveraineté retrouvée, elle permettra aussi à la France de mieux maîtriser sa facture énergétique et aussi la facture qui est celle des Français et des Françaises qui aujourd'hui voient leur facture augmenter, quelle que soit l'énergie. Donc, cette souveraineté est très, très importante. Tout cela passe par, de notre point de vue, et on est d'une certaine manière tout à fait dans la ligne de ce que RTE a posé sur la table, tout cela passe par une électrification beaucoup plus importante des usages en France, que ce soit dans le domaine des mobilités ou du logement. Ceci nous conduit donc à dire que si on veut une électrification plus importante, il faut produire de l'électricité pour ne pas l'importer, bien évidemment. Alors, nous sommes déjà en capacité aujourd'hui de produire beaucoup de notre électricité, bien évidemment, nous sommes autonomes, mais nous pourrions ne plus l'être. Donc, il va falloir cravacher pour continuer à être autonome et augmenter encore notre production électrique et faire en sorte que cette production électrique soit décarbonée. De ce point de vue-là, la candidate a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle ne voyait pas comment on pouvait atteindre cet objectif d'une électrification massive et d'une production électrique nationale sans avoir recours de manière importante comme socle à l'énergie nucléaire. Donc, de ce point de vue-là, elle l'a réaffirmé. Après, évidemment, ça ne suffira pas. Il faudra continuer à, évidemment, envisager un développement important des énergies renouvelables. Et de ce point de vue-là, les perspectives que vous avez dessinées aujourd'hui font partie de ce mix. Moi, je vois évidemment les éléments positifs que vous avez posés et Valérie Pécresse les partage. C'est à la fois c'est la capacité de puissance de production électrique qu'offre l'éolien en mer. C'est le fait que, contrairement à d'autres énergies renouvelables, on est sur vous l'avez développé aujourd'hui, ça on l'avait bien remarqué, que c'est une industrialisation française qui est à la clé, puisque c'est un produit français est produit en France intégralement, contrairement donc à d'autres énergies renouvelables aujourd'hui dont les éléments sont importés. Après, évidemment, comme on est sur un système qui aujourd'hui nécessite qu'on soit très attentif au retour d'expérience, il faudra qu'on regarde de près les retours d'expérience sur justement un certain nombre de choses qui peuvent aujourd'hui ne pas être connues. Je cite par exemple l'effet du sel. Par exemple, aujourd'hui, on connaît les problèmes que peut causer le sel pour aujourd'hui parmi les plateformes pétrolières. C'est un sujet extrêmement lourd et délicat. Donc, ce retour d'expérience sera extrêmement important. Et puis, alors là, pour le coup, là, je
J'insiste sur ce point que vous avez souligné, vous le savez bien, c'est encore plus vrai et plus crucial pour des équipes politiques, et je sais qu'autour de la table, il y en a, qui sont confrontés à des campagnes électorales où nous devons faire face à des objections sur le terrain. Donc la question de l'acceptabilité des projets est un élément crucial. Et de ce point de vue-là, l'appropriation, l'acceptation des populations, des professionnels, je pense aux pêcheurs, mais aussi des acteurs de la biodiversité, cette acceptation, elle est absolument indispensable. Ça, c'est un message que je veux évidemment vous faire passer, mais pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, c'est quelque chose à quoi nous devons faire très attention pour que ces projets puissent voir le jour et exister. Alors, j'entends les propositions que vous avez faites, ça, je les trouve très intéressantes pour prêter attention à cette question de l'acceptation. En tout cas, c'est pour la candidate Valérie Pécresse un point d'attention et de préoccupation très important. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie. Merci, M. Verling. Nous allons donner maintenant la parole à Tristan Fauveau, qui est le représentant de la candidate Anne Hidalgo et membre de son équipe de campagne, secrétaire national aussi de l'écologie du Parti socialiste et vice-président de Brest Métropole. Monsieur Fauveau, je vous invite à prendre la parole. Vous me voyez, je crois. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bon, très bien. Merci, merci à toutes et tous. Bonjour, et puis merci pour cette invitation. Bon, je vais essayer d'être synthétique parce qu'il y aurait évidemment beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de réactions à avoir, puisque les travaux qui ont été menés sont extrêmement riches. D'abord, je crois que l'objectif, mais qui est partagé par tout le monde ici autour de cette visio, c'est de sortir des fossiles. Parfois, c'est bien de rappeler des évidences. C'est donc peut-être plutôt sur le chemin de sortie qu'éventuellement nos réactions, nos options vont différer, voire diverger. Et je crois que dans cette optique-là, il y aura peut-être des chemins qui seront un petit peu différents sur la place des énergies marines renouvelables dans le mix. Je pense qu'on l'a déjà un petit peu entendu avec la réaction précédente. Là-dessus, l'ambition d'Anne Hidalgo, elle est claire. 100% d'énergie renouvelable aussi rapidement que possible. Cette option-là, elle signifie nécessairement qu'on en écarte d'autres. Si on s'attarde 2 secondes sur le mix électrique, sur son évolution, ce choix-là, il implique qu'on n'envisage pas de lancer de nouveaux EPR et qu'on exclut d'investir dans la filière des SMR, qui de toute façon aujourd'hui n'est pas une filière mature. Donc on mise sur les ENR pour assurer notre indépendance énergétique et c'est là-dessus qu'on concentre nos efforts d'investissement, qu'on priorise les investissements énergétiques. Néanmoins, parce qu'on sait qu'on aura raisonnablement du mal à se passer du nucléaire à court terme, on se repose sur l'autorité de sûreté nucléaire pour définir la durée de fonctionnement des réacteurs actuels sous le contrôle du Parlement. Mais dans l'ambition qui est celle de notre candidate, d'Anne Hidalgo, le nucléaire, c'est une énergie de transition, ça c'est très clair, et donc on a vocation à en sortir. Donc il faut qu'on ait une stratégie énergétique qui soit diversifiée, il faut qu'on ait un rééquilibrage de la production électrique, avec un bouquet de filières peu carbonées, avec une valorisation des ressources locales, et dans cette perspective-là, les énergies marines, évidemment, doivent occuper une place prépondérante. Parce qu'en fait, ce qu'on entend dans les retours sur vos travaux, c'est que la France a les moyens de tenir un rôle de premier plan. Parce qu'on est le 2e domaine maritime mondial derrière les États-Unis, ça a été dit, parce qu'on a les capacités en termes de recherche et de développement, parce qu'on a les capacités industrielles, parce qu'on a les infrastructures portuaires, parce qu'on a des entreprises innovantes, etc., etc. Mais malgré tous ces atouts, on n'est pas forcément en avance. On sent que ça va dans le bon sens. Ça a été dit aussi, la compétitivité de la filière s'améliore, mais c'est possible d'aller plus loin. Il y a la question du coût de l'énergie elle-même, même si la tendance, ça a été dit en début de présentation, est à la baisse. Il y a la question du coût du soutien à ces nouvelles filières, mais on ne peut pas oublier non plus dans l'analyse la valeur ajoutée sur les territoires, le potentiel d'emploi, les phases d'ingénierie, les phases de développement et puis les phases d'opération et de maintenance, bref, le contenu local industriel. Moi, je pense que la PPE, telle qu'elle est montée aujourd'hui, elle est timorée sur le sujet. On l'a dit, 5 à 6 gigawatts de nouvelles capacités à horizon 2028. Si on compare avec nos voisins européens, si on compare avec les Pays-Bas, 22 gigawatts d'ici 2030, avec l'Allemagne 30 gigawatts, avec le Royaume-Uni 40 gigawatts, on se rend bien compte qu'on a les moyens de rehausser nos ambitions et de combler notre retard.
Et si on parle de l'hydrolien, j'ai vu que la question est venue dans le chat, rien sur l'hydrolien dans la PPE, alors qu'il y a un potentiel en France, on le sait. Encore une fois, je pense que collectivement, on peut rehausser ces ambitions. Derrière ça, derrière cette ambition générale, quels enjeux et quelles réponses? D'abord, il y a un enjeu d'ambition et d'organisation étatique. Ça veut dire que quand l'État se fixe des ambitions, derrière, il faut que ça suive. Ça veut dire mettre la transition écologique au bon niveau d'ambition. Anne Hidalgo, elle propose de nommer en numéro 2 du gouvernement un ministre du climat, de la biodiversité et de l'économie. Ça veut dire plus de moyens au ministère, ça veut dire plus de moyens à l'ADEME. Et ça veut dire plus généralement, ça a été dit également, et je rejoins complètement, une planification précise, notamment foncière, spatiale, qui soit pilotée par l'État et qui associe les acteurs du monde maritime. Et là aussi, je pense qu'on doit pouvoir s'inspirer de nos voisins européens qui ont des espaces maritimes qui sont plus contraints que les nôtres, qui sont plus restreints, mais qui compensent cela avec une planification beaucoup plus fine que nous. Et cette planification, je pense qu'elle nous permettrait aussi, sans doute, de revoir la façon dont on conçoit nos appels d'offres. Aujourd'hui, on étudie les risques pour un projet après que le périmètre du parc ait été défini et après la consultation du public. Ça ralentit les procédures. Ça a été dit, les parcs, ils commencent à sortir de l'eau après 10 ans. Les futurs parcs, qu'on parle des AO4 ou 8, par exemple, au large du Cotentin, on nous annonce encore 10 ans. Au Danemark, c'est 6-7 ans pour sortir un projet. Donc moi, je crois que si, dans le cadre d'une planification précise, on réalisait les études de levée des risques en amont, on permettrait aux porteurs de projets d'affiner leurs propositions et de tenir compte de toutes les variables, le vent, la houle, la profondeur, les sols, etc., etc. Et cette planification, je pense qu'elle doit aussi nous permettre, c'est un sujet qui a été abordé, de réfléchir aux questions d'acceptabilité et de consultation du public. Est-ce que les modalités actuelles sont satisfaisantes? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on envisage, à un moment donné, de mutualiser les débats sur plusieurs projets avec des horizons de temps plus lointains? Je pense que ça pourrait donner de la visibilité aux industriels, aux acteurs de la mer et au public lui-même, à vrai dire. Et plus généralement, si on revient à la PPE, je pense qu'il faut l'exécuter en l'état, évidemment, mais au-delà, il faudra qu'on ait la capacité d'avoir un volume plus important, plus régulier, qui soit planifié, qui soit défini par technologie pour donner de la régularité dans les volumes. Ensuite, il y a un enjeu de réindustrialisation d'emploi et de formation. 4800 emplois dans la filière aujourd'hui, 4 grands pôles industriels, et autour de ça, évidemment, une chaîne d'activité de sous-traitance. Je pense qu'on doit encore densifier cette filière. C'est une ambition qui s'inscrit là aussi dans le projet de réindustrialisation d'Anne Hidalgo. L'idée, c'est qu'au lieu de saupoudrer les investissements, ce qu'on propose, c'est de les concentrer sur 4 grandes odyssées industrielles, dont l'énergie, en s'appuyant notamment sur les régions. Et puis enfin, parce que je ne veux pas faire trop long, je sais qu'on est limité en temps, on a un enjeu de recherche. Il faut qu'on puisse, dans notre pays, relancer l'effort de recherche et de développement. L'objectif que se fixe Anne Hidalgo, c'est un effort qui atteindra 3% du PIB d'ici à la fin du quinquennat. Et dans cet effort, évidemment, la recherche en matière énergétique, elle trouve toute sa place. Pour étudier les règles de coexistence entre les infrastructures de l'éolien en mer et certains usages, pour étudier le couplage de production d'hydrogène avec l'éolien offshore, etc., etc. Donc clairement, nous, l'ambition, c'est de développer les énergies renouvelables très fortement, et notamment dans le domaine maritime. Et je pense que c'est à nous, industriels, élus de terrain, de tracer ce chemin tous ensemble. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons désormais passer la parole à la représentante du candidat Yannick Jadot, Madame Anne-Claire Boux, qui est membre de son équipe de campagne, également adjointe à la mairie de Paris, à la politique de la ville. Merci beaucoup d'être présent et de vous revoir parmi nous. Anne-Claire, on vous laisse 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour ce débat et saluer le président du cluster maritime français et toute l'équipe de l'Observatoire des énergies de la mer. Je suis très contente de pouvoir faire ce débat avec vous puisque certains le savent, mais dans une précédente vie, j'ai travaillé pour un développeur dans l'éolien en mer et c'est pour ça que j'ai vraiment un grand plaisir aujourd'hui de vous présenter les propositions de Yannick Jadot sur la question des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien en mer. Peut-être pour reprendre la philosophie de Yannick Jadot sur cette question de la transition écologique et de la transition énergétique. Le programme de Yannick repose sur 2 piliers. D'une part, la baisse de la consommation d'énergie avec des plans ambitieux en matière, par exemple, de rénovation énergétique. Et par ailleurs, un autre pilier qui est l'objectif d'un mix 100% énergie renouvelable à horizon 2050. C'est possible. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde
y compris dans le scénario qu'on a pu voir d'RTE pour dire que c'est possible techniquement. Ça implique bien entendu une sortie progressive et de manière responsable, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le nucléaire mobilise un grand nombre de personnes et il va falloir aussi organiser toute une filière française du démantèlement de toute cette filière. Donc, toute cette transition, elle prend du temps, elle nécessite une planification, on l'a vu et vous l'avez dit. Pour pouvoir développer une industrie française et européenne des énergies renouvelables, il faut planifier. On n'est pas sur on va sortir le plus vite possible ou sans donner de date. Non, l'objectif, c'est vraiment de se donner des échéances. Par exemple, une première échéance pour l'éolien, c'est d'atteindre 70 TWh de production d'électricité à partir d'éoliennes avec 12 000 éoliennes à horizon 2027, ou encore pour le solaire, l'énergie solaire, d'augmenter de plus 25 gigawatts d'ici 2027 la capacité installée de solaire, ou encore d'atteindre une production de 32 TWh à horizon 2030 pour le biométhane. Ça, c'est pour l'ensemble des autres énergies renouvelables, et je vais rentrer plus précisément sur la question de l'éolien en mer, un sujet qui tient particulièrement à cœur de Yannick Jadot, qui s'est exprimé plusieurs fois pour regretter le retard de la France en termes de développement d'éolien en mer, sachant qu'en Europe, on a plus de 5500 éoliennes en mer installées. La France a du retard. Alors, rien n'est impossible, ça a été précisé par M. Alessandrini. Nous avons aussi des industries très compétentes en France et on voit depuis plusieurs années comment la filière a su se mettre en marche pour pouvoir développer les parcs qui sont aujourd'hui en construction, puisqu'on le sait, l'éolien en mer, comme d'autres énergies renouvelables, a un triple avantage: permettre de réduire l'impact sur le climat, et nous avons devant nous ce grand défi de l'urgence climatique et d'assurer un avenir aux générations futures, mais aussi de préserver le pouvoir d'achat des ménages, et c'est un point important. C'est là que la planification est très importante. On doit anticiper, on ne doit pas attendre de se retrouver que dans la situation actuelle où on voit le prix de l'énergie augmenter sans pouvoir réagir. Non, tout ça, ça demanderait à être anticipé, puisque comme ça a été dit, ça met du temps, ces projets, à sortir de terre, ça nécessite beaucoup d'études, de la concertation, et donc il est très important de pouvoir anticiper. Et le troisième point positif, c'est la possibilité de créer des emplois. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quasiment la seule filière qui permet de créer une nouvelle filière industrielle en France. C'est la seule opportunité quasiment de créer une filière industrielle en France et en Europe. Et il faut la saisir. On sait à quel point cette question de l'emploi est importante pour l'ensemble des Français et des Françaises. Et donc, tout l'intérêt, c'est de pouvoir avancer le plus vite possible sur cette question des énergies marines globalement, bien entendu des énergies renouvelables, et en particulier de l'éolien en mer posé, qui est aujourd'hui une énergie mature, qui est aujourd'hui une énergie, on l'a vu avec le parc de Dunkerque, où on le voit en Allemagne, une énergie qui permet de produire de l'électricité à prix de marché, donc tout à fait compétitive. On est bien loin du mythe des énergies renouvelables très chères. La filière des énergies renouvelables a cette capacité de pouvoir aussi évoluer très vite d'un point de vue technologique. Et si on vient sur l'éolien en mer, l'objectif, je pense, l'objectif porté par Yannick Jadot dans les prochaines années, c'est en effet une planification long terme, puisqu'on le voit et vous l'avez montré dans vos études, à chaque fois qu'il y a de l'incertitude, on perd des emplois. Et aujourd'hui, sur une filière prometteuse, il faut aller de l'avant, il faut donner de la visibilité aux entreprises pour qu'elles puissent investir. Donc, une nécessité de planification long terme, une nécessité d'investir dès maintenant et de réfléchir dès maintenant à l'adaptation du réseau électrique, une nécessité de simplifier les procédures administratives tout en préservant la biodiversité et la question de la concertation, mais c'est fait comme dans d'autres pays en Europe, on peut aller plus vite en matière de développement des parcs. Donc aujourd'hui, il faut des procédures qui permettent l'adaptabilité de ces projets, des permis enveloppes par exemple, qui permettent
au fil de l'eau, d'intégrer les technologies les plus récentes, puisqu'on sait que c'est une filière qui évolue très rapidement d'un point de vue technologique. Donc, il faut pouvoir l'intégrer au cours des projets. C'est très important qu'on ait cette souplesse, mais bien entendu dans le respect de la biodiversité, qui est aussi un axe important du programme de Yannick Jadot dans le cadre de cette campagne présidentielle. On en a parlé aussi, la concertation. C'est possible de faire coexister les parcs éoliens avec d'autres activités en mer. On le voit en Europe du Nord, comme par exemple au Royaume-Uni, où la pêche peut se maintenir dans ces parcs éoliens. Donc, la nécessité de travailler très en lien avec la filière de la pêche, les associations environnementales et tous les acteurs des territoires pour améliorer l'acceptabilité de ces projets. Et cette acceptabilité, elle tient aussi à un engagement de l'État, et c'est ce que souhaite faire Yannick Jadot en tant que président, c'est apporter tout son soutien à cette filière et travailler avec les entreprises de cette filière pour aider à l'acceptabilité de l'éolien en mer et de l'ensemble des énergies renouvelables. Et peut-être un dernier point sur l'éolien en mer avant de vous parler rapidement des autres énergies marines renouvelables, c'est la question aussi de l'équité fiscale qui doit s'appliquer à l'ensemble des énergies en France, de façon à ce que chacune puisse qu'on puisse avoir le même investissement et on puisse vraiment développer au maximum l'ensemble de ces filières. Sur les énergies marines renouvelables autres que l'éolien en mer qui sont en cours soit de phase pilote ou de recherche et développement, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un investissement important dans la recherche et le développement, que l'État puisse être proactif pour développer des sites tests, des sites démonstrateurs, et aussi, un des sujets très chers à Yannick Jadot, de développer des partenariats européens, de réussir à créer pour ces filières, qui sont des filières stratégiques, créatrices d'emplois, des partenariats au niveau européen, en particulier avec l'Allemagne. Donc, on le voit aujourd'hui, ces énergies renouvelables sont prometteuses, permettent, comme je disais en introduction, de répondre à 3 enjeux qui sont au cœur de notre société: préserver le pouvoir d'achat des Français et des Françaises, réduire l'impact sur le climat et assurer un avenir aux générations futures, et pouvoir créer de l'emploi sur l'ensemble des territoires en France. Je vous remercie. Merci Anne-Claire Boux pour cette présentation. Et nous tenons à remercier donc tous les représentants des candidats là, qui viennent de s'exprimer. Nous avons également souhaité inviter Sophie Panonacle, la députée de la Gironde, membre de la team maritime, qui ne représente pas un candidat à la présidentielle, mais de s'exprimer pour nous sur le bilan des 5 ans des énergies marines renouvelables à représenter donc, par l'Observatoire. Sophie, vous avez la parole. Merci, chère Marie-Noël, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Alors effectivement, tu l'as précisé et je le redis, je ne représente pas un candidat. Je suis là en tant que présidente de la team maritime, de la majorité présidentielle et très investie depuis le début de mon mandat sur cette économie maritime. Donc moi, juste pour vous apporter mon témoignage et vous faire rapidement le résumé du travail que nous avons fait en tant que législateurs, pour vous dire d'abord que le développement vraiment des énergies renouvelables en mer, c'est aujourd'hui au cœur de la transition énergétique et de la croissance bleue de notre pays. La France est engagée dans cette politique et c'est une très bonne chose. Ça constitue un défi pour notre pays à la fois industriel et logistique. Et il est également, c'est un projet collectif, c'est un projet démocratique qui doit absolument se concrétiser en respectant, et ça a été dit plusieurs fois, les autres usages de la mer, bien évidemment, et en préservant, parce que j'y tiens, le milieu marin.
Donc, l'essor de cette nouvelle filière économique nécessite l'accompagnement de la puissance publique. C'est ce que nous avons fait depuis le début de ce mandat. Les objectifs ont été fixés au départ par la loi donc, relative à l'énergie et au climat de 2019, avec donc comme objectif atteindre 33% de la consommation énergétique d'origine renouvelable, toutes énergies confondues, à 2030. Et pour l'électricité, cette part est fixée à 40%. D'où l'importance, et vous l'avez très bien exposé tout au début, de développer donc l'éolien en mer. Donc pour cela, le gouvernement s'est engagé avec des actions fortes pour accélérer le développement de cette filière. Et c'est vraiment aujourd'hui un enjeu majeur pour la transition énergétique et pour l'atteinte donc de cette fameuse neutralité carbone. Donc il faut considérer cette filière comme un avenir, je le redis, également une chance pour nos territoires. Avec la création d'emplois, tout le monde est d'accord sur ça. D'ores et déjà, vous l'avez peut-être dit au début, je suis désolée, je ne me suis pas connectée tout de suite, mais 5000 emplois créés en 2020 et plusieurs usines en fonctionnement ou aujourd'hui en développement, c'est non négligeable. Donc voilà, cette filière s'installe et relativement rapidement aujourd'hui. On est dans cette politique volontaire de développement des énergies marines renouvelables, lancée avec une programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle est ambitieuse, on peut aller bien évidemment plus loin. Vous en avez, RTE tout à l'heure a souligné effectivement la PPE révisée 2023-2024 en même temps que sur le deuxième cycle des documents stratégiques de façade. Il s'agira, je reprends en fait vos paroles, à coordonner cette planification énergétique avec la planification spatiale maritime. Je pense que c'est effectivement extrêmement pertinent et il faudra y veiller. En tout cas, je retiens cela. Donc, je redis cette politique volontaire de développement des énergies marines renouvelables avec la PPE ambitieuse, bien sûr, et avec une simplification des procédures qui a été mise en place grâce à la loi ESSOC et la loi ASAP. En parallèle, quand même, je voudrais repréciser, et le président de la République l'avait annoncé aux Assises de la mer, le lancement d'un programme d'études doté de 50 millions d'euros qui est consacré à la connaissance des environnements marins et aux effets de l'éolien en mer sur la biodiversité et les ressources halieutiques. Nous ne devons pas négliger cet aspect. Donc voilà, un point qui méritait une petite précision. Je ne vais pas revenir sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe donc le calendrier, pas non plus sur l'ensemble des parcs que vous avez présentés au début de vos slides, et on voit bien ce développement de plus en plus rapide, la mise en place des différents parcs. On va dire que aujourd'hui, l'accélération du développement de l'éolien en mer, elle est aussi dû grâce à l'action, bien sûr, à l'ambition du gouvernement et à l'action du législateur. On a souhaité moderniser et simplifier le cadre législatif, le cadre réglementaire toutes ces dernières années. Donc, l'engagement du législateur, il s'est concrétisé grâce donc aux lois ESSOC de 2018 et ASAP de 2020. La concertation avec le public a été largement améliorée, puisque en permettant aujourd'hui de le consulter à un stade très en amont du projet, avant même son attribution à un développeur, lorsque beaucoup de choix sont encore ouverts, cela permet effectivement d'aller plus rapidement dans cette consultation. Elle peut aussi être portée sur plusieurs projets sur une même façade maritime, ce qui est important, afin de donner au public cette vision d'ensemble sur le développement local de l'éolien en mer. Pour vous dire, au niveau de la loi ESSOC, on a l'article 58, puisque j'entendais la participante juste avant moi qui parlait du permis enveloppe. Ce permis enveloppe, c'est effectivement un nouvel outil législatif qui est destiné à faciliter le développement des projets d'énergie marine renouvelable, en levant notamment certaines contraintes qui rallongeaient considérablement le temps de construction d'un projet. Nous avons également, avec la loi ASAP, simplifié les procédures, et c'est un amendement que j'avais d'ailleurs porté. Cela permet donc d'accélérer le développement des projets éoliens, bien évidemment, en permettant de paralléliser les phases administratives de la procédure de mise en concurrence avec le débat public, et tout ça en accélérant, bien évidemment, l'idée, c'est d'accélérer les recours contentieux, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un stade qui est celui du Conseil d'État.
pour éviter. Alors, il ne s'agit pas qu'il n'y ait plus de recours, c'est certainement pas l'idée, mais en tout cas d'éviter un certain nombre de recours abusifs pour pouvoir accélérer l'ensemble des procédures. Et enfin, la loi climat et résilience, donc la dernière qui a été votée au Parlement, qui prévoit que la prochaine PPE puisse fixer les objectifs d'éolien en mer par façade maritime. Je pense que c'est là encore un outil supplémentaire pour améliorer la planification du développement en lien avec tous les acteurs concernés. Voilà, je n'irai pas plus loin sur ce sujet, simplement que aujourd'hui la majorité au niveau du Parlement, bien sûr, soutient le développement de l'éolien en mer. On reste sur un mix énergétique, on reste sur un mix électrique. Il faut quand même être conscient que la consommation électrique dans notre pays ne fera qu'augmenter. Donc, bien évidemment, nous sommes tous sur cette idée de bannir totalement l'ensemble des énergies fossiles. Et j'étais ravie d'entendre tout à l'heure que la France n'est pas en retard sur sa capacité à se mobiliser pour une croissance pérenne de la filière. Eh bien, sachez qu'avec l'ensemble de mes collègues, nous serons à vos côtés pour continuer à se mobiliser pour la croissance de l'éolien en mer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Nous allons passer désormais dans à peu près 10 minutes de questions-réponses et on va faire remonter les questions qui nous sont parvenues dans le chat ou bien vous donner la parole. Et c'est d'ailleurs le cas avec un élu de la France Insoumise, Mathias Tavel, qui souhaite s'exprimer lui aussi en réaction avec tout ça. Si Monsieur Tavel voulait bien prendre quelques instants pour vous poser votre question ou intervenir. Je pense qu'on a réussi à débloquer votre micro et peut-être votre caméra. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tavel. Merci. Donc, Mathias Tavel, conseiller régional des Pays de la Loire. Et je salue également un certain nombre d'entre vous que j'ai croisés quand je travaillais avec Jean-Luc Mélenchon, dont l'intérêt pour les sujets maritimes, je crois, n'est plus à démontrer. Encore récemment, il l'a fait à Centrale Nantes. Donc, je salue également Monsieur Alessandrini. Nous nous inscrivons, nous aussi, dans l'objectif 100% d'énergie renouvelable, tel que la faisabilité en a été démontrée. Et je dois avouer que je suis très heureux d'avoir entendu souvent cet après-midi le mot de planification, que nous étions il y a un temps un peu seuls à porter, qu'il s'agisse de la planification énergétique, de la planification en termes de réseau, de la planification également de l'espace. Il y a aussi une question qui n'a pas été évoquée et sur laquelle j'ai une question, qui est celle des compétences nécessaires si cette filière se développe. On évoque 18 gigawatts en 2035 comme point intermédiaire. Combien d'emplois ça peut représenter? Et est-on en mesure d'avoir les ingénieurs, les ouvriers, les techniciens pour y faire face? Et sinon, bien, il faut aussi prévoir la planification des moyens de formation, que ce soit les lycées professionnels, les différents diplômes universitaires ou du supérieur et les écoles d'ingénieurs qui vont avec. Donc la première question, c'est celle-là. Et la deuxième, on va normalement fêter la mise en service dans ma région à Saint-Nazaire du premier parc posé. Ça aura pris près de 12 ans. Comment faire moins, techniquement, concrètement? Et selon vous, quelle est en gros la durée minimale en dessous de laquelle on peut décemment pas descendre compte tenu de la technicité de ces projets? Parce que si on veut faire 100% renouvelable et 18 gigawatts en 2050 ou plus tard et 18 gigawatts dès 2035, il ne faudra évidemment pas mettre 12 ans pour faire les prochains projets. Voilà. Merci encore à vous pour cette initiative. On va prendre également une deuxième question. Je sais que Mathieu Monnier, qui représente France Énergie Éolienne, souhaite également en poser une. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, merci de me donner la parole. Merci aux différents intervenants, c'était extrêmement précieux. Comme l'a indiqué Madame Panonac, il y a eu un travail de refonte du cadre de développement éolien en mer extrêmement important depuis 5 ans. Les parlementaires se sont vraiment investis sur ces sujets. Ma question était la suivante. Aujourd'hui, on est à un moment charnière pour préparer l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 30 ans. On sait que si on ne change pas d'échelle,
on n'y arrivera pas. C'est le GIEC qui le dit, ce n'est pas l'industrie. RTE l'a rappelé tout à l'heure, hein, sur la base de son étude Futur énergétique 2050. Ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques, ayant bien conscience de cet impératif, finalement, est-ce qu'ils sont prêts à accélérer le rythme, à l'instar de ce que font nos voisins européens? Si même nous, on a un mix électrique décarboné, il est quand même important de décarboner l'ensemble du mix énergétique qui reste de terres fossiles en France. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à accélérer de ce point de vue-là en termes d'objectifs et surtout à entreprendre une réelle planification spatiale maritime appliquée aussi à l'éolien en mer, qui est une condition sine qua non de l'atteinte de ces objectifs? On voit bien que le changement d'échelle est conditionné à une planification spatiale digne de ce nom. Sans planification, il est impossible d'atteindre les objectifs. D'ailleurs, on voit bien que régulièrement, c'est ce qui nous fait rater les objectifs PPE chaque année, car les zones pressenties pour les projets d'appel d'offres ne sont pas prêtes. Et c'est aussi lié à un manque de moyens criant des services de l'État qui sont chargés de préparer ce zonage. Donc, est-ce qu'ils s'engagent aussi à renforcer les effectifs des équipes en charge de la transition écologique, parce que c'est aujourd'hui plus gérable lorsqu'on vise un tel changement d'échelle? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On est contraint beaucoup par le temps, donc j'essaye de synthétiser. Donc, si les représentants des candidats veulent bien répondre à ces deux questions. Donc, la première était sur l'offre de formation et la réduction des délais. Et la deuxième question qui vient d'être posée sur l'accélération du rythme et les investissements associés. Je vous propose que les représentants prennent la main en réaction à ces questions, si évidemment vous êtes encore là. Merci de nous signaler. Ils ne peuvent pas se signaler. Il y a si. Voilà. Merci. J'ai appuyé sur le bouton participer en me disant que c'était comme ça que je me signalerais. A priori, ça va. Bon, rapidement, parce qu'effectivement, on est contraint par le temps. Sur la formation, on l'a déjà dit plusieurs fois, 4800 emplois, 4 grands pôles, Cherbourg, Le Havre, Montoire de Bretagne, Saint-Nazaire. Et puis, si je permets un petit excès de chauvinisme, Brest qui frappe à la porte également. Un exemple concret des difficultés, parce que c'est un vrai sujet, les difficultés qui attendent la filière si on réussit pas à aligner les planètes. Aujourd'hui, on a une centaine de techniciens de maintenance qui sont formés chaque année spécifiquement pour la maintenance des systèmes éoliens. Alors qu'on sait que la demande va s'élever rapidement à 200 personnes par an avec l'arrivée des parcs. Le seul parc de Saint-Brieuc, quand il sortira, on aura besoin de 80 agents de maintenance. Donc, si on veut satisfaire la demande en techniciens spécialisés, puisque c'est évidemment des cursus spécifiques, il va falloir ouvrir ces cursus de formation supplémentaires. Et là-dessus, moi, encore une fois, je pense qu'on peut s'appuyer sur les régions. Il y a des cursus de formation très, très spécifiques à l'éolien en mer qui vont être lancés en Bretagne, qui vont préparer les futurs agents de maintenance à s'occuper de la partie base des éoliennes, le nettoyage des jaquettes, les systèmes de navigation, etc. Et puis, un autre cursus qui formera les techniciens qui sont appelés à entretenir les pales et les nacelles. Donc, voilà, un élément de réponse, c'est qu'à mon sens, dans cet effort de formation supplémentaire qui est indispensable pour pouvoir s'aligner sur la croissance de la filière, les régions sont un acteur pertinent. Et puis, sur la question de Mathieu, que je salue au passage, puisqu'on se connaît un petit peu, sur la planification, j'en ai parlé un petit peu déjà dans mon propos tout à l'heure. Moi, je suis entièrement en phase. Encore une fois, je pense qu'il y a un besoin d'effet de volume pour la filière, pour les industriels. Il y a un besoin de visibilité sur les volumes qui sont attendus. Et donc, dans cette optique-là, la planification est indispensable. Mais encore une fois, on a un domaine maritime beaucoup moins contraint, beaucoup moins restreint que certains de nos voisins européens et nos ambitions sont moindres. Moi, je pense que sur ce sujet-là, là où il se différencie peut-être, c'est que la planification est beaucoup plus fine que la nôtre et qu'on doit pouvoir s'en inspirer. Voilà, en quelques mots, je ne veux pas monopoliser le micro, évidemment. Anne-Claire, tu voulais prendre et rajouter quelque chose? Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Très rapidement sur les 3 points, la planification, je l'ai déjà largement développé, mais j'ajouterais vraiment la question de l'anticipation au-delà de la planification qui rejoint la question de la formation.
c'est un sujet porté par Yannick Jadot depuis longtemps, ce potentiel de création d'emplois qui existe dans cette filière des énergies renouvelables et en particulier dans l'éolien en mer, qui rejoint en plus une aspiration d'une grande partie de la nouvelle génération qui souhaite professionnellement s'engager dans des métiers qui ont du sens. Et la capacité de cette filière des énergies renouvelables, c'est d'offrir aussi ces postes qui font que cette génération climat va pouvoir s'engager et s'épanouir dans ces métiers qui, vous l'avez rappelé en introduction, sont très divers à tous les niveaux d'études. Donc, bien entendu, il faut former et c'est en ça qu'il faut que les régions peuvent accompagner cette filière pour former des jeunes et des moins jeunes et des femmes. C'est aussi des métiers qui peuvent attirer des femmes. Et sur la question des moyens et peut-être une des différences entre les différentes candidatures à la présidentielle, c'est que sur le sujet de l'énergie, on ne peut pas faire du en même temps. On ne peut pas faire du en même temps parce que ça coûte plus cher d'investir dans plusieurs filières aujourd'hui. On ne peut pas à la fois développer du nouveau nucléaire qui va avoir des coûts plus importants et en même temps développer cette filière. On le voit dans les scénarios de RTE, il faut faire un choix. Il faut faire le choix des énergies renouvelables et donc à partir du moment où on fait un choix stratégique en matière d'énergie pour la France, on peut organiser toute la filière, y compris des moyens pour l'État. Mettre les moyens, c'est important. Des compétences, que ce soit à l'OFB, dans les services déconcentrés, la DREAL, la DDTM, qui font de toute façon déjà un travail important pour accompagner le développement de ces parcs éoliens. Mais oui, il faut que le gouvernement et un gouvernement écologiste prendra toute sa part dans le développement des énergies renouvelables en soutien à la filière, puisque montrer une intention politique, c'est très important aussi pour l'acceptabilité de cette filière. Merci Madame Bouc. Donc, je vais prendre aussi alors une question qui a été posée. Y a-t-il des indicateurs de suivi de la charte d'engagement pour une filière française des EMR signée par de nombreux acteurs pendant le salon Synergie? Et comment en effet suivre les engagements des grands donneurs d'ordre et consortiums? Delphine Lefrançois, vous avez la parole pour répondre à cette question. Merci beaucoup Marie-Noëlle, merci pour cette question. Donc effectivement, on l'a vu, les grands candidats s'engagent auprès des clusters pour mettre en avant tout ce qui concerne le contenu local. Les indicateurs, ils seront à définir avec le lauréat, j'ai envie de dire, sur les AO4 et l'AO5. Et puis, ça pourrait ça pourrait faire l'objet, par exemple, d'un comité de suivi de ces indicateurs, avec l'ensemble des parties prenantes et des écosystèmes concernés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, attendez, nous faisons le point. Beaucoup de questions sont répondues par Étienne. Alors, vous avez aussi été nombreux à poser des questions et c'est Étienne Pourchet, membre du COPIL, qui y répond. Donc, on regarde s'il y a d'autres questions. Les études ACV, peut-être sur les études ACV, puis on pourra passer à la conclusion. Elles étaient posées par Monsieur Rabin, je crois. Il est là. Voilà, c'est ça. Donc, a-t-on des études françaises de données sur le coût des matières type acier, béton, métaux rares et les coûts de carbone de l'éolien en mer? ACV complète. Analyse du cycle de vie. Alors, qui peut répondre à cette question? Peut-être Cédric. Oui, il est encore là. Cédric Lebousse. Donc, il y a un petit logo participer. Et hop, on monte sur scène. Sachant que Étienne précise, avant qu'il arrive sur scène, qu'il y a une note de l'OM qui a été publiée à l'été 2021. Vous trouverez des éléments de réponse. Cédric, vous avez aussi la parole. Oui, bonjour. Sur les ACV, en fait, ça fait partie intégrante des études d'impact qui sont réalisées sur nos différents projets.
Donc, effectivement, dans chaque étude d'impact qui est publique, hein, pendant les phases d'enquête publique, vous allez avoir les analyses pour chacun des projets qui peuvent être différents parce que vous avez des fondations qui sont parfois en béton, parfois en acier, etc. Et qui arrivent au contenu en CO2 par kilowattheure, d'une part, mais aussi sur voilà, l'ensemble des autres terres rares et autres paramètres qui sont inclus dans l'ACV. Donc, je n'ai pas une réponse générique, mais projet par projet, vous pouvez avoir ces éléments dans l'étude d'impact. J'en profite peut-être pour rebondir sur une des questions qui avait été posée par un des candidats sur comment on fait pour accélérer ces temps de développement qui sont finalement très longs. Et donc ça, on a déjà évoqué des pistes dans les différentes propositions avec la planification, l'anticipation, mais aussi des simplifications dans les procédures. Donc là, on pense par exemple à des systèmes de guichet unique qui permettraient d'aller vers une seule entité qui va ensuite traiter les différentes demandes au lieu d'aller vers différents guichets. On pense à des délais d'instruction qui seraient encadrés et raccourcis, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de délai qui soit vraiment encadré par la loi. On pense du coup à une nécessité très forte de renforcer les ressources de l'État à tous les niveaux, que ce soit au niveau centralisé, mais aussi déconcentré, qui va traiter les différentes autorisations. Et on pense aussi à proposer des projets de plus grande taille. Parce qu'aujourd'hui, on a regardé des projets finalement de taille de 500 MW, c'est un peu AO1, AO2, AO3. Ensuite, on est passé à des tailles de l'ordre du gigawatt, on pense à l'AO4. Mais finalement, on a des collègues dans d'autres pays qui vont avoir des projets de plusieurs gigawatts en même temps. Et donc, c'est aussi une manière d'accélérer, c'est de regarder des projets de plus grande taille. Et le dernier point que je voudrais rappeler en ce qui concerne l'ACV, c'est la question du démantèlement et du recyclage. C'est un sujet qui est souvent évoqué et qui est peut-être mal compris, ou sur lequel on ne communique pas suffisamment bien, je devrais plutôt dire ça. Aujourd'hui, sur un parc éolien en mer, on a plus de 80%, 80-90% du parc qui est recyclable. L'ensemble est démantelé, c'est-à-dire qu'on a une obligation dans le cadre des autorisations de démanteler et de remettre le site en état initial. Mais ensuite, tout ça, c'est recyclé. Et depuis peu, il y a énormément de travaux qui sont réalisés sur les pales, qui sont les derniers équipements qui sont plus compliqués à recycler. Et donc, on a un certain nombre de fabricants qui travaillent sur des pales recyclables. Et donc, on va arriver assez rapidement, je pense, à finalement 100% des équipements qui sont recyclables sur ces parcs éoliens et parcs éoliens en mer. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci, Monsieur Lebouche, pour ces précisions. Et donc, nous n'avons plus de questions. Il est donc déjà plus de 16 heures. Je vais donner la parole au président du cluster maritime français, Frédéric Moncani de Saint-Aignan. Merci, Marie-Noëlle. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aussi nombreux. Je vois que même 1h30 après le début, il y a encore plus de 115 participants. Et donc, ça donne quand même une bonne notion de l'intérêt qui est porté à ces sujets d'énergie marine renouvelable, de la part, bien évidemment, des acteurs eux-mêmes, mais aussi et surtout, c'était tout l'enjeu des représentants des candidats à l'élection présidentielle, puisque c'est un enjeu, je dirais, politique et industriel de notre pays pour les années à venir, et c'est bien un enjeu déjà depuis un certain temps. Je voudrais remercier d'abord, bien évidemment, Christophe Clergeau et son équipe, Marc Lafosse également, d'avoir organisé ce webinaire et qui a permis, j'espère, de clarifier un certain nombre de points pour ceux qui souhaitaient clarifier, et qui en tout cas nous a permis aussi d'entendre effectivement les différentes approches par les candidats qui ont bien voulu se prêter à cet exercice. Alors, peut-être très rapidement pour conclure, d'abord dire évidemment que le cluster travaille depuis beaucoup plus de 5 ans sur ces questions d'énergie marine renouvelable.
Il fait son travail comme c'est son ADN, c'est-à-dire pour confronter, rapprocher, créer des synergies entre les différents acteurs, concerter et faire des propositions, soit aux acteurs, soit aux organes institutionnels, aux décideurs de politique publique, pour que ces énergies marines renouvelables se développent. Il ne faut pas se cacher, nous sommes évidemment au cluster maritime français tout à fait en faveur du développement des énergies marines renouvelables, même si, et ça a été rappelé d'ailleurs par l'un des représentants des candidats, ceci doit se faire dans une concertation très étroite avec les autres filières maritimes qui travaillent et agissent en mer, évidemment au premier rang desquels la filière halieutique et les pêcheurs. Je crois qu'il faut quand même saluer depuis les 5 ans qui viennent de s'écouler, il y a eu énormément de travail de fait, en tout cas moi j'en témoigne. Le parcours est très significatif et les chiffres que Christophe Clergeau a montrés en début de webinaire l'illustrent. Un raccourcissement des délais, ça a été dit par Sophie Panenac, notamment avec le permis enveloppe, mais je ne reviendrai pas sur tout le process. Et puis, voilà, c'est un décollage. Il y a de plus en plus d'emplois, il y a de plus en plus de chiffre d'affaires, il y a de plus en plus d'investissements. Mais ceci ne doit pas masquer qu'il y a encore du travail, beaucoup de travail, et il faut amplifier. Et c'est donc tout l'enjeu du quinquennat qui va venir, amplifier. Alors, je dirais, pourquoi tout ça? Pourquoi, en fait? Alors, ça a été dit, le mix énergétique, mais moi, je vois aussi cette filière des énergies marines renouvelables comme une filière maritime. Et nous travaillons très auprès des autres filières, des autres organisations sur ces sujets, comme le syndicat des énergies renouvelables, qui voit ça évidemment comme une filière énergétique, comme la France Énergie Éolienne, qui voit ça effectivement comme de l'éolien, et d'autres, France Énergie Marine, etc. Mais je crois que nous, il faut et c'était tout l'enjeu, et pourquoi le cluster maritime français s'intéresse de si près, parce que c'est une filière maritime, donc une filière stratégique. C'est une filière stratégique pour l'avenir, c'est une filière industrielle et des industries de la mer, et dans le cadre du comité stratégique de filière, bien évidemment, le syndicat des énergies renouvelables est partie prenante, et c'est une filière aussi qu'il ne faut pas regarder que par le prisme éolien, il faut le regarder par le prisme hydrolien, n'est-ce pas, cher Marc? Il faut le regarder par le prisme houlomoteur, par le prisme voilà, les énergies thermiques des mers qui s'appliquent beaucoup à l'outre-mer, parce qu'il ne faut pas non plus le regarder que par le prisme métropolitain. Les énergies marines renouvelables, c'est aussi un prisme ultramarin, c'est aussi un prisme qui concerne l'intégralité de notre domaine maritime. C'est une filière de construction, ça a été dit d'ailleurs, il faut que les ports puissent s'équiper, se structurer pour pouvoir accueillir ce doublement, ce plus que doublement de production qui va être nécessaire dans les années à venir, et qu'il ne soit pas sur le chemin critique, comme le disait Cédric Lebousse. C'est une filière d'exportation, puisque nos acteurs maritimes, nos acteurs industriels, nos acteurs énergétiques ont cette capacité, tous ensemble, à exporter la filière. Et pour ça, évidemment, il faut qu'elle soit développée, il faut qu'elle soit dynamique, il faut qu'elle soit performante. C'est une filière environnementale, et ça a été souligné, bien évidemment. Comment les énergies marines renouvelables ne pourraient-elles pas être considérées comme une filière environnementale? Évidemment, c'est une filière d'énergie, mais ça, je le disais tout au début. Donc, au-delà de ce mix énergétique, au-delà de cet remplacement d'énergie verte, c'est aussi une filière d'emploi. Et une filière d'emploi dans toute la gamme des secteurs. Et ça a été bien montré par Christophe au début. Les ETI, les PME, les grands groupes, les cadres, les ouvriers, les services, et une filière d'emploi, évidemment, non délocalisable pour beaucoup. C'est en région, c'est dans les territoires, et c'est donc une filière, je dirais, de territoire qui concerne beaucoup d'acteurs, je l'ai dit, les ports, les armateurs, les services, les énergéticiens, les industries de construction, les industries maritimes et bien évidemment les secteurs de formation et les secteurs de financement. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai personnellement remis à la ministre de la Mer au début janvier un rapport sur le déploiement, l'adéquation des services maritimes avec le déploiement des énergies marines renouvelables, parce que si on a encore, on l'a dit,
Le contenu local est extrêmement important et le contenu local, c'est de l'acceptabilité sociale. Pas se faire d'illusions, s'il n'y a pas de contenu local, il n'y aura pas d'acceptabilité sociale. Et si on veut le déployer, il faut de l'acceptabilité sociétale. Et donc, si on a, je dirais, un chemin encore à améliorer, c'est le chemin de la filière maritime. Aujourd'hui, nous ne faisons pas assez appel aux acteurs maritimes français dans le déploiement de ces énergies marines renouvelables. Alors, il y a plein de raisons, mais c'est pas parce qu'il y a plein de raisons qu'on ne peut pas essayer de les améliorer. Il y a évidemment le rôle de l'État, et là, je m'adresse évidemment aux candidats, aux représentants des candidats. Un rôle de l'État qui doit mieux structurer dans les appels d'offres le contenu local, même si on sait bien qu'en Europe, c'est compliqué, mais nos petits voisins, parfois, savent le faire, donc pourquoi ne devrions-nous pas le faire? Il y a le rôle de donner de la visibilité, de la lisibilité, c'est-à-dire que pour que les industriels investissent, il faut avoir une planification sur un temps long, et il faut aussi que les industriels soient soutenus, accompagnés pour prendre des risques industriels, mais quand même dans une perspective relativement stable et raisonnable de retour. Et puis, et ça, je crois que c'est pas que d'ailleurs que pour les énergies marines renouvelables, c'est, je crois, pour l'économie de notre pays, il y a des enjeux de solidarité. Des enjeux de solidarité de filière, des enjeux de solidarité économique, des enjeux de prendre des prestataires français sur des sujets français. Alors, il faut pas, c'est pas coercitif et ça peut pas être inscrit, mais c'est un enjeu qu'il faut restaurer la solidarité économique dans notre pays, avec des enjeux de connaissance, mieux connaître l'écosystème, par territoire, des enjeux de facilitation. On peut imaginer que pour une petite entreprise, contracter avec un grand groupe, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il faut faciliter, créer des guichets uniques. Et on peut saluer d'ailleurs l'initiative des clusters régionaux, dont Normandie Maritime, dont Delphine François qui a pris la parole sur ces points-là. Et puis, bien sûr, eh bien, encore une fois, il faut convaincre, développer, mais je suis sûr que nous aurons tous à cœur, en tout cas, ça a été dit par les quatre représentants des candidats, voilà, c'était un sujet important, c'est un sujet dont on ne peut pas faire l'économie, mais qu'il faut garder bien sûr tous les enjeux de concertation. Et ça, c'est le travail du cluster maritime français que nous continuerons à poursuivre dans les mois et années qui viennent. Voilà, je vous remercie. Ah non, je ne vous remercie pas, si je vous remercie quand même, mais on me fait signe dans l'oreillette que je dois citer l'agenda. Donc l'agenda, c'est qu'il y a un webinaire de l'Observatoire des énergies marines consacré à l'hydrolien qui sera le mois prochain. On vous donnera la date et tout ce qu'il faut avec. Et c'est marqué d'ailleurs sur l'écran. Et que le forum Synergie sera consacré aux énergies marines. Et ça sera du 15 au 17 juin dans une très belle ville, au Havre, en Normandie. Voilà. Merci Frédéric. Et alors, je rajouterai également que toutes les notes, les focus et les synthèses de l'Observatoire sont en ligne. Donc, il y a un site dédié. Et puis, évidemment, le cluster maritime est à votre disposition tout au long de l'année pour répondre à vos questions. Et donc, nous vous remercions à nouveau et vous disons à très bientôt. Au revoir. Merci. On ne va rien faire.